Les travaux de la 65e session ordinaire de la CEDEAO s'ouvrent au Nigeria le 15 septembre 2024. Une réunion qui portera entre autres sur le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation. Sortie de cette organisation justement depuis janvier 2024, le départ de ces pays qui composent aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel a plongé la CEDEAO dans un déficit budgétaire qui met en péril la réalisation des projets vitaux tels que son centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Désigné pour amener ces trois pays au sein du bloc ouest africain, le président Bassirou Diomaye Faye, qui échouera à sa mission, va déclarer dans une récente tribune à Doha au Qatar qu'il a plaidé pour la stabilité au sein de la région, lequel dialogue de son point de vue est nécessaire pour maintenir un dialogue constructif afin d'éviter de fragiliser chez la région face aux enjeux sécuritaires. Et voilà qui fera donc l'objet de cette édition d'appel sur le continent. La CEDEAO va-t-elle acter le retrait des pays de l'AES? À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être scotchés sur la télévision panafricaine. Appel sur le continent qui démarre donc à l'instant alors que nous parlons de la CEDEAO et bien sûr de l'AES. La CEDEAO va-t-elle acter le retrait des pays de l'AES un an après bien sûr la décision de ces derniers de ne plus faire partie de cette organisation sous-régionale ouest africaine? Alors qu'en sera-t-il? On rappelle, voilà donc le thème aujourd'hui, la CEDEAO va-t-elle acter le retrait des pays de l'AES? On rappelle aux téléspectateurs qu'ils pourront réagir tout à l'heure quand les standards s'afficheront donc au bas de l'écran. Mais avant, on va présenter les panélistes, ceux-là bien sûr qui nous édifieront tout au long de cette émission. On démarre avec Bokari Diko du Mali, journaliste. Il est avec nous ce soir. Bonsoir à vous, Bokari Diko. Bokari Diko, bonsoir. Veuillez ouvrir bonsoir, votre... madame. Okay. Bonsoir, madame Christelle. Bonsoir à tous ceux qui sont scotchés, en tout cas sur la télévision panafricaine Afrique Média. Et bonsoir aussi à mes co-débatteurs. Et bon débat. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On va dire que c'est déjà un rituel avec Bokari Diko, tout comme avec celui qu'on va présenter maintenant. Il s'agit de Loum Samba depuis le Sénégal. Bonsoir à vous, Loum Samba, secrétaire général de Y'en a marre du côté du Sénégal. Y'en a marre aujourd'hui, Loum Samba, bonsoir à vous. Bonsoir Madame Christelle et bonsoir Diko, Inassé Adama et tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers les médias et tous les internautes et tous les Africains qui nous suivent. Merci donc à vous, Samba. Lui, il est partie intégrante de l'AES. Il soutient à fond l'AES et ça se voit de par ses positions. Lui aussi qui est un habitué des émissions d'Afrique Média. Inassé Adama avec nous ce soir. Bonsoir Inassé Adama. J'ai failli dire bonsoir Afrique Média. Inassé Adama. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous les téléspectateurs de Forum Média, d'Africa Média. Bonsoir aux techniciens, aux journalistes et tout le personnel qui travaille pour que nous puissions quand même porter sur les zones nos opinions et aussi profiter, participer à l'éveil des consciences de la jeunesse et mettre aussi la pression sur nos dirigeants afin qu'ils œuvrent pour le peuple et non contre le peuple. Merci pour l'invitation. Merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation, Inassé Adama. Alors, on reste avec vous, Inassé Adama, conformément à l'article 91 du traité révisé de 1993 de la CEDEAO. Le bloc doit désormais constater la retraite du Mali, du Niger et du Burkina Faso au bout de longues négociations infructueuses. Alors, comment, selon vous, expliquer cet échec de la CEDEAO qui s'était pourtant donné pour mission de ramener ces trois pays qui aujourd'hui forment l'AES au sein de cette organisation qu'est la CEDEAO? Merci pour cette question. Nous ne pensons pas que la CEDEAO puisse en n'importe quelle manière faire revenir les États de l'AES au sein de la CEDEAO.
Étant jeunes Burkinabés, nous avons su ce que fut la CEDEAO, ce que c'était la CEDEAO et ce qu'est la CEDEAO ou ce que sera la CEDEAO après nous. Et donc, je prendrai quelques faits qui nous ont marqués avant même de venir à la sortie de ces 3 États-là de l'AES. Je remonte un peu au niveau de 2015 pour ne pas aller trop loin. D'abord, il faut noter que la CEDEAO, à la création, le Burkina, le Mali et même le Niger sont l'un des pères fondateurs de la CEDEAO. Et les objectifs étaient, bien sûr, l'intégration sous-régionale, la liberté de placement des biens et des personnes. Et en 2015, je reviens au fait de 2015, où le peuple burkinabé avait dit niet au coup d'État de Gilbert Diendéré, mais la CEDEAO avait voulu imposer le général Gilbert Diendéré à la tête des Burkinabés. Ça, c'est un fait. Au-delà de cela, nous revenons à un passé tout récent. Le Mali, le Burkina et le Niger, surtout le Mali et le Niger, avaient été soumis à des embargos inhumains illégaux, et de telle sorte que nous nous sentions frustrés et nous nous sentions non appartenir à cette CEDEAO. Et pour combler, pour fermer en tout cas le tout, on se rend compte que nos dirigeants avaient été écartés des instances de la CEDEAO. Comment appartenir à une structure qui prendra des décisions pour des États pendant lesquelles réunions où ces dirigeants ne sont pas pour décider? On ne peut pas raser la tête d'un fou à son absence. Et donc, nous avons jugé nécessaire de sortir de cette CEDEAO-là. Et donc, qu'est-ce qui a prévalu à ce qu'on ne puisse plus revenir à la CEDEAO? Du moment que nous sommes sortis de la CEDEAO n'a pas allégé le moindre des cas de notre situation. Au contraire, la CEDEAO avait voulu d'abord menacer le Niger avec leur mise en place d'une armée conjointe pour lutter non pas contre les terroristes, mais plutôt pour lutter contre les coups d'État, tout en oubliant que les chefs d'État même qui se rassemblent au sein de la CEDEAO pour prendre les décisions sont en train de perpétrer des coups d'État constitutionnels qui n'est pas signalé. Donc on s'est rendu compte que cette CEDEAO n'est pas pour les peuples, mais plutôt pour un club de chefs d'État qui font ce qu'ils veulent à tout moment et au détriment du peuple. Et dès lors que nous, au sein de l'AES, nous avons constaté que cette CEDEAO n'est pas pour nous, les peuples, mais pour plutôt les chefs d'État, on a décidé de prendre une directive, un chemin de lutte pour la souveraineté. Et on s'est rendu compte en ce moment que la CEDEAO est dirigée par d'autres puissances, par d'autres entités qui ne veulent pas l'AES, mais plutôt qui veulent les ressources de l'AES. Et à ce moment-là, nous, aspirant à notre souveraineté, il est très difficile qu'on puisse nous faire revenir. Et notre slogan, c'est nous avons emprunté un chemin de non-retour et il n'y a pas cette entité-là qui pourra nous faire revenir dans la CEDEAO. À défaut, ce sont les autres États membres de la CEDEAO qui pourraient rejoindre l'AES pour aller dans cette lutte de souveraineté et cette lutte de liberté totale et d'indépendance. C'est ce qui peut expliquer cet échec-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des États décident de prendre leur indépendance, leur souveraineté en main, et pour d'autres États les retirer en arrière pour les remettre dans les mains des colons. Et nous ne sommes plus prêts à revenir dans les mains des colons. À défaut, il faudrait que la CEDEAO, les États de la CEDEAO adhèrent à la vision de l'AES et en ce moment, on pourrait collaborer. Dans le cas contraire, nous allons en tout cas maintenir ces relations de bon voisinage, mais nous n'allons plus collaborer en tant qu'organisation sous-régionale. Voici un peu, en tout cas, de ma première intervention, ce qui peut expliquer l'échec des négociations pour le retour de l'AES à la CEDEAO. Merci à vous, Inassi Adama. Alors, Boukari Diko, selon l'article 94 du traité révisé de la CEDEAO en 1993, l'État qui se retire de l'organisation doit notifier par écrit, dans les délais d'un an, sa décision au secrétaire général qui informe les États membres. À l'expiration de ce délai, si sa notification n'est pas retirée, cet État cesse d'être membre de la communauté. Reste que pendant ce délai d'un an, l'État continue de se conformer
aux obligations de la CEDEAO. Alors avec cet article-là, la CEDEAO peut-elle ou alors va-t-elle acter le retrait des pays de l'AES? Si oui, comment comprendre la position du président sénégalais qui s'obstine à faire retourner la stabilité au sein de la CEDEAO, c'est-à-dire à faire entrer ceux qui se sont retirés, notamment le Mali, le Burkina Faso ou même le Niger qui aujourd'hui forment la confédération de l'AES. Alors avec cela, est-ce que la CEDEAO va acter le retrait des pays de l'AES? Bokari Djiko. Le micro n'est pas ouvert, Bokari. Merci pour cette question. Il faut dire que dans ce imbroglio voulu et soutenu en tout cas par les chefs d'État de la CEDEAO qui sont en tout cas comment dirais-je, appuyés par la France, ça se voit très clairement, ça sera très difficile que ce soit appuyé, parce qu'il y a des conséquences de part et d'autre. La CEDEAO, au lieu que ce soit le peuple est devenu la CEDEAO d'un syndicat de chefs d'État devant répondre ou qui répondent aux désirata des puissances internationales, la France en tête. Ceci étant, quand tu regardes cette CEDEAO, aujourd'hui, il y a un dilemme. Le 15 décembre, nous serons très surpris de voir les chefs d'État s'entendent sur le retrait définitif de ces trois États parce qu'il y a 2 ou 3 blocs qui se dégagent. Les premiers blocs, c'est les pays côtiers, le Sénégal en tête, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin ou le Ghana, où en tout cas les importations de 3 États représentent en tout cas un pourcentage très élevé, va impacter. Où la situation des personnes et des biens sera un peu compliquée. Parce qu'en appliquant les textes de la CEDEAO qui sont violés quand ils le veulent, ils l'appliquent quand ils le veulent. Les États de l'AES ont décidé qu'il faut mettre un terme à cette politique de 2 poids, 2 mesures. Quand on sait que la liquidation des personnes et des biens n'est plus une réalité selon l'avènement d'un pouvoir dans un État membre de la CEDEAO. C'est le cas des 3 États. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Diomaye Faye, en venant, avait cru ramener ces 3 États et en apprenant certaines choses au cours de ses voyages à Bamako ou à Ouaga, il semble avoir bien compris. Économiquement, pour rappel, le Mali est le seul pays qui exploite le port de Dakar. Rien que le second trimestre de 2023, ça nous fait à peu près 994 milliards que le Mali a fait l'été. Et sans compter qu'au premier trimestre, on était à 600 et quelques milliards. Ça veut dire que les pertes économiques sont là. Et aujourd'hui, on voit l'impact aussi sur le port d'Abidjan. Les chiffres, je ne les ai pas ici, je sais pas là-dessus, mais ça ne va pas. Donc ça va m'étonner. Et par rapport au second bloc, c'est les anglophones, le Nigeria, le Ghana par exemple, qui viennent d'élire un nouveau président, semble être panafricain. Attendons de voir, est-ce qu'il va suivre les mêmes pas que son prédécesseur? Cela m'étonnerait. En réalité, l'avènement de l'AES a ouvert la voie aux États africains de se donner la main, que l'Union fait la force, pour sortir de ce joug colonial de la France et de ses alliés américains et autres. C'est une réalité qui est très claire. Qu'est-ce que l'AES a fait? En créant la Confédération le 6 juillet dernier à Niamey, elle a posé un acte fondamental qui va vers une fédération. Ça veut dire quoi? C'est l'union qui fait la force. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette union, elle est réelle, Ignace vient de le dire. Celui qui quitte Bamako, qui va à Niamey ou à Ouaga, il est chez lui. Il n'y a pas de contraintes de tracasserie. En tout cas, du nom de ces trucs-là, beaucoup de choses ont été faites par rapport à ça. Et économiquement, en se retirant de la CEDEAO et surtout de l'IMOA, ça va créer une onde de choc au sein de la CEDEAO et de l'IMOA. Quand on sait que les 3 États, en termes de contribution, c'est dans les 80%, si je ne me trompe pas, pour les 3 États, par rapport à la CEDEAO et par rapport à l'IMOA. Ça pèse économiquement. Il faut qu'on arrête de se berner. Il est temps que l'Afrique se réveille, et je pense avec les 3 États de l'AES, l'Afrique est en train de se réveiller. Et la France est en train de tout faire pour le ramener en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Ils pensent que les menaces, ça ne marche pas. Vous avez vu, quand ils ont essayé de mettre la fameuse force en attente qui n'existe que sur du papier, en réalité, elle n'existe pas concrètement.
le Burkina et le Mali ont dit, vous touchez au Niger, vous avez affaire à nous. Donc ça fait recréer la CEDEAO en Amérique. Donc ça a encore joué sur la crédibilité de cette organisation sous-régionale qui devra réunir les États, au contraire, qui est en train de diviser leurs intérêts de la puissance coloniale française et autres affiliés. Donc aujourd'hui, le dilemme est là, la cassure risque de venir quand on sait que le Togo, qui avait commencé les négociations, a compris que ça ne va pas. Et on sait aussi que les trois États aujourd'hui travaillent beaucoup avec le port du Togo qu'avec la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a une position avec les différentes accusations de Burkina Faso concernant les autorités ivoiriennes. Les activités du port d'Abidjan ont radicalement baissé, contrairement à celui de Dakar qui est en train de diminuer aujourd'hui, aussi il faut le reconnaître, parce que plus Dakar menace, les États de l'AES n'ont pas d'autre choix que se rabattre sur le Togo qui a compris. Et n'oublions pas qu'avec les accords bilatéraux entre les États de l'AES et certains États tout autour, tels que le Togo, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, ça m'étonnerait fort que les sanctions ou en tout cas le retrait soient une réalité parce que les destins des États membres sont liés. Qu'est-ce que l'AES demande? L'AES demande qu'il faut appliquer les textes, sinon le revoir de fond en comble afin qu'on sorte en tout cas la domination de la France qui est en train de diriger du bout du nez certains chefs d'État qui sont en train de faire du mal au peuple. Et cette AES a réveillé les consciences d'une réalité. Dans tous les pays, on comprend aujourd'hui que le Burkina, le Mali, le Niger sont aussi de la bonne voie. Et il n'est pas surprenant que dans les semaines à venir, si sans texte à faire la cassure, à exclure les trois États, la voie sera divisée en deux. Et vers la fin, il y aura d'autres qui vont adhérer à l'AES, une réalité concrète, en tout cas de coopération entre les États pour le bonheur des peuples. C'est pour le moment ce que je peux dire en entrée. Merci à vous, Bokari Diko. Alors qu'on va se retourner vers Loum Samba. Alors Loum, avec l'explication de Bokari et même d'Inassé Adama, est-ce que vous comprenez pourquoi le chef de l'État sénégalais s'obstine en insistant sur l'importance du dialogue constructif pour préserver la stabilité régionale alors que certains pays n'y croient plus? Par certains pays, il faut voir ceux de l'AES, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et même le Niger qui désormais ont décidé de se mettre à l'écart de la CEDEAO et voilà bientôt un an que leur décision est actée. Il reste maintenant à la CEDEAO de constater le départ efficient ou alors effectif de ces derniers de la CEDEAO. Alors pourquoi le président sénégalais pense-t-il que le dialogue constructif pourra résoudre ce problème, c'est-à-dire de remettre ensemble tous les fils de l'Afrique de l'Ouest, notamment ceux de l'AES et les autres membres de la CEDEAO? Loum Samba. Inassé Adama, lui aussi, va répondre à cette question. Merci beaucoup, Madame Christelle, pour cette pertinente question. Je pense que pourquoi Diomaye doit penser à un dialogue constructif et inclusif entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que même les dirigeants de l'AES doivent avoir cette même conception parce que la vérité est que par ce morcellement de l'Afrique avec des organisations à gauche, à droite pour des pays qui sont frontaliers, qui sont appelés à être ensemble pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, sur le plan économique, Diko en sait quelque chose, qui est malien, parce que le port autonome part en termes de chiffre d'affaires, ou bien de marge même à travers le commerce que nous avons avec le Mali. Donc le Sénégal ne gagne absolument rien économiquement sur sa séparation avec le Mali ou bien l'AES de façon beaucoup plus globale. Encore que la CEDEAO, c'est le comité économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça aussi, il faut qu'on se le rappelle souvent. Et le fait que la CEDEAO va vers une division où il y a 3 pays ou 4 pays qui vont sortir, effectivement, ce sera un impact négatif sur le plan économique du Sénégal, effectivement. Et Diomaye aussi, il est dans sa logique de penser à ça, parce qu'on peut dire aussi, lui comme les autres
IB ou bien le président Goïta du Mali sont tous relativement jeunes. Et nous, ce que nous attendons de ces nouveaux présidents qui arrivent au pouvoir, nous ne devons pas douter de leur conscience politique parce qu'ils doivent avoir la même conscience politique que nous avons en tant que jeunes, en tant que masse critique. Et du coup, l'aspiration, bien les aspirations des peuples de la CEDEAO en particulier ou bien de l'Afrique en général doivent interpeller tous les présidents, qu'ils soient de l'AES ou pas. Mais ce qui est clair est que sans ce dialogue constructif et inclusif entre les différents pays de la CEDEAO, particulièrement et de façon générale de l'Afrique même pour aller plus loin, tant qu'il n'y a pas ça, c'est parce qu'on est retourné en arrière. Parce que suite aux indépendances, nous sommes tous rendus compte de ce qui avait été fait au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. Donc dans chaque coin de l'Afrique, les leaders politiques, une fois au pouvoir, sont tous pensés à une organisation sous-régionale. Et à partir de cette organisation sous-régionale, ils ont tous pensé à l'unité africaine. Donc si cela a échoué, c'est parce qu'il y a toujours eu des querelles internes entre les différents présidents, les différentes élites. Et ce que ça a donné, nous tous, on le sait, l'unification de l'Afrique de l'Est qui a été sabotée finalement par un querelle de leadership entre je ne dirais pas un querelle de leadership, la position de Jomo Kenyatta qui pensait à son pouvoir et pour lui, préserver son pouvoir et rester dans son confort en tant que président de la République valait plus que l'unification de l'Afrique de l'Est. Ils avaient tous une monnaie unique qui était une seule Chili au niveau de l'Afrique de l'Est. Finalement, ça a été gâté parce qu'il y avait des problèmes qui n'ont pas pu être réglés entre eux. La même chose nous est arrivé au Sénégal avec le Soudan du Mali, où nous étions avec le procédure, où nous étions avec le Mali à travers le procédure Sékou. Nous tous, nous savons, et Modibo Keïta, nous tous, nous savons la finalité. Les problèmes entre Sékou Touré et Senghor, nous tous, nous savons tous les conséquences de ça. Maintenant, si les nouveaux présidents qui arrivent au pouvoir et qui après avoir disent tous clairement qu'ils ont compris le message des jeunes africains, ils ont tous compris le sens de la rupture que les masses critiques, les mouvements sociaux, les êtres, les panafricanistes revendiquent. Et si effectivement ils ont compris tout ça, ils n'ont pas droit à faire des erreurs. Je ne pense pas que l'Afrique peut être mais vraiment utile à partir de 3 pays qui pensent qu'ils ont une seule vision et que tout le monde doit venir dans cette vision, sinon aussi ils partent de l'autre côté. De la même manière aussi, je ne pense pas que ceux qui sont au niveau de la CEDEAO pensent que oui, ce sont eux les légalistes, les autres sont des poursuites, ils ne sont pas légitimes, ils sont pas légaux. Ça aussi c'est une erreur qu'il faut pas commettre. S'il y a des poursuites, je dirais pas poursuites, s'il y a des militaires qui viennent et qui prennent le pouvoir et que les populations applaudissent, c'est parce que les populations, ils en ont conscience des dangers. Ils veulent du changement, que ce soit un militaire ou bien un politique qui porte le même discours. Le discours de Goïta peut ne pas être différent du discours de Sidi Masra à l'époque du Tchad. Ça peut ne pas avoir une différence avec le discours de Sonko il y a quelques temps. Et qui n'est pas le même discours, d'ailleurs, je le précise, Sonko a quelque part changé de discours. Maintenant, s'ils ont compris tout ça et que eux, ils pensent réussir à partir de leur micro-organisation ou bien à partir des problèmes internes qu'ils peuvent avoir, c'est parce que d'ici 5 ans, 10 ans, d'ici quelques années, nous serons encore dans cette même situation. Parce que l'impact de l'AS, quand l'AS, par exemple, prend des mesures de réciprocité envers le Sénégal, parce que le Sénégal en fait partie de l'AS, ça aussi c'est un impact négatif sur le plan économique. Et s'il y a des problèmes économiques au niveau de nos pays, ce ne sont pas nos élites qui sont soit à la tête des États de l'AS ou bien qui sont à la tête des États de la CEDEAO qui vont vivre ça.
ceux qui vont vivre les conséquences de ces discordances seront effectivement nous, les populations. Notre aspiration est une réelle intégration véritable de l'Afrique d'une unité, et ça doit commencer par l'unification de nos micro-organisations. Donc l'AS et la CEDEAO sont tous obligés de discuter et d'être d'accord sur des points sur lesquels nous avons toujours défendus et qui sont véritablement les aspirations que nous avons en tant que Maliens, en tant que Burkinabés. Et s'ils n'arrivent pas à réussir cela, ils vont encore plonger l'Afrique dans une autre situation de division, dans une autre situation de problèmes économiques, dans une autre situation d'insécurité, etc. Et ça aussi, on n'y gagnera rien. Nous sommes frontaliers avec le Mali. Le Mali est frontalier avec le Burkina, nous sommes frontaliers avec la Gambie. Donc si on n'arrive pas à nous organiser autour de quelque chose, eh bien la question de la sécurité même des pays de l'AES ou bien même du reste de l'AES, ça va être menacé. Donc nous sommes obligés de s'organiser et de redéfinir les termes d'une nouvelle organisation, que ça va s'appeler AES, que ça va s'appeler CEDEAO, ou bien ça va s'appeler autre chose. Pour moi, le nom que ça va s'appeler, ça importe peu. Mais l'essentiel est que tous les enjeux par rapport à la sécurité, par rapport à l'économie, par rapport à l'intégration réelle et effective de l'Afrique, que nos présidents savent un principe en concordance avec ce que nous pensons nous en tant que panafricanistes, en tant que militants. En définitive, AES à côté, la CEDEAO à côté, ça ne nous mènera nulle part. Et c'est un frein majeur pour l'intégration africaine. Et l'intégration africaine, nous avons le devoir, en tout cas le devoir moral, de commencer là où étaient arrêtés Yarere, Cheikh Anta Diop, Sékou Touré, Thomas Sankara. Et si on rate cette occasion de penser à une véritable organisation qui va être la continuité de tout ce que nos aïeux avaient réussi, c'est parce que nous avons échoué. On ne doit pas accepter ça. S'il y a une seule pression que nous devons mettre à nos chefs d'État en tant que peuple, c'est de leur dire que vous avez l'obligation de discuter et d'être d'accord sur un principe, sur une organisation encore beaucoup plus forte qui va prendre en compte et les préoccupations des populations qui sont au niveau de l'AES et les préoccupations qui sont au niveau des autres pays de la CEDEAO. Donc pour moi, c'est ce que nous devons faire et nous devons aller vers ça. Merci. Sinon, nous resterons des partisans éternels et ça n'a pas de sens pour l'intérêt de l'Afrique. Merci donc à vous, Loum-Samba. Alors, Inassé Adama, est-ce que vous partagez le point de vue de Loum-Samba à la question de savoir pourquoi certains présidents, à l'instar de celui du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'obstinent à penser que le dialogue constructif pourra sortir d'affaire les pays de l'AES et bien sûr les autres membres de la CEDEAO, alors que les membres de l'AES semblent avoir emprunté le chemin de non-retour vers la CEDEAO. Inassé Adama. Les dirigeants de la CEDEAO sont en train de s'obstiner. Pour eux, c'est une nécessité vitale. Il faut noter que sur le plan économique, le territoire de l'AES, avec sa population, forme un grand marché de consommation. Au-delà de cela, il faut noter également que les peuples de l'AES sont également les meilleurs partenaires par rapport à l'exploitation des différents ports qui se trouvent au niveau des autres pays de la CEDEAO. Donc, pour dire que ici, comme vous avez dû constater que la CEDEAO a fait une chute économique, et donc cela est dû au retrait de l'AES. Pour dire quoi? Il faut savoir que ces pays qu'on a longtemps minimisés, qu'on a longtemps mis à l'écart, et même quand vous voyez un peu les discours entre les chefs d'État, en son temps, le Burkina n'était pas considéré, le Mali n'était pas aussi considéré que ça. Il leur suffisait de prendre des décisions et inviter les chefs d'État ou les ministres du Burkina pour signer, et finalement la décision passe.
C'était comme si la CEDEAO appartenait soit à la Côte d'Ivoire, soit au Nigeria, soit au Sénégal. C'était comme ça. Et donc, comment pouvoir participer à une organisation où l'on n'est pas considéré? Ça, c'est un premier fait. Deuxièmement, si vous avez constaté également, ces États de la CEDEAO obéissent, dans la plupart des cas, obéissent naturellement à la France. Vous allez constater que en moins de 3 mois, le président Alassane Dramane Ouattara va se rendre à Paris, à l'Élysée, soit c'est le président ghanéen qui sera à l'Élysée, soit c'est le président nigérian qui sera à l'Élysée, soit c'est le président sénégalais qui sera à l'Élysée. Qu'est-ce qu'ils s'en vont faire? C'est pour aller rendre compte de tout ce qui se passe au sein de la CEDEAO. Pourtant, la France, en perdant l'AES, perd énormément sa position, d'ailleurs même stratégique au sein de l'Union européenne, mais également perd énormément sur le plan économique. Et donc, la France qui tient à ce que ces 3 États-là reviennent au sein de la CEDEAO pour avoir une même mise comme d'antan sur les richesses de ces 3 États-là. Un autre plan également, sur le plan géostratégique, vous allez voir que quand on extrait les États de l'AES de la carte de la CEDEAO, vous verrez que les autres États membres de la CEDEAO sont séparés en 2. En ce moment, l'AES qui se trouve au centre se trouve non membre de cette CEDEAO-là. Et donc, je ne dirais pas que les communications ne vont pas se faire, mais les communications seront, surtout par voie terrestre, beaucoup plus compliquées. Et même par voie aérienne, s'ils doivent forcément par le ciel de l'AES, il faudrait quand même certains accords qui vont permettre à cela. Donc, voici un peu quelques raisons qui peuvent expliquer l'obstination de ces chefs d'État de la CEDEAO à s'attacher à la réintégration des États de l'Alliance Sahel pour quand même garder cette stabilité-là. Et le président Diomaye Faye n'a pas menti. Parce que si l'AES n'est pas dans la CEDEAO n'est pas stable économiquement. Sur le plan sécuritaire, il a souligné, c'est vrai, on ne peut pas être des États ayant des frontières et lorsque l'insécurité touche l'un des États, naturellement l'autre État aussi doit se préparer. Mais qu'est-ce que la CEDEAO a fait depuis que l'insécurité au Burkina, au Mali et au Niger? Nous avons vu Ousmane Sonko, avant la prise du pouvoir, promettre au Mali, dès qu'ils seront au pouvoir, ils vont envoyer un contingent militaire pour aider le Mali. Mais aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que la CEDEAO a pu faire militairement pour aider les États de l'AES à lutter contre l'insécurité? Au contraire, ils ont passé à faire des sur disant qu'il y a Wagner au Burkina, soit l'argent que les États de l'AES payent se retrouvent dans les mains des terroristes. Est-ce que dans ces conditions, les États de l'AES peuvent s'asseoir autour d'une table pour une quelconque négociation? Parmi cela, il prouve que ces nouvelles négociations sont pas la sincérité. Ce qui nous rend fiers au sein de l'AES, c'est la sincérité qu'il y a entre les chefs d'État, c'est la sincérité qu'il y a dans la collaboration entre les militaires et même la sincérité qu'il y a dans la fraternisation entre les peuples. Et donc, est-ce que cette même sincérité peut se retrouver dans les négociations entre les chefs d'État? Moi, je trouve que non. Pendant que le président Diomaye Faye est en train de battre le pavé, même hors du continent africain, pour affirmer à la face du monde qu'ils souhaitent que l'AES revienne à la CEDEAO, au même moment, ils sont en train de trouver des stratagèmes pour empêcher les populations de l'AES de se rendre dans ces différents États-là. Nous savons pertinemment que la Côte d'Ivoire est en train de préparer une question de carte de séjour et une question de demande de visa aux ressortissants burkinabés, maliens et nigériens, tout en oubliant que ce sont les peuples de ces États qui résident chez eux là-bas, qui contribuent également au développement économique de ces États-là, tout en oubliant que les transactions que les États de l'AES font à travers les ports, à travers les réseaux, à travers même les échanges commerciaux, les échanges commerciaux, ce sont ces États-là qui contribuent également au développement de leur économie. Mais où était-il? À quoi pensait-il en voulant écarter les États de l'AES?
il y a beaucoup de réunions qui se sont tenues sans les chefs d'État de l'AES. Et cela prouve à suffisance que ces chefs d'État-là n'étaient pas les bienvenus. Et nous accusons souvent nos anciens élites, qui sont d'ailleurs même de la volaille de même plumage de ceux qui sont aux commandes à l'AES actuellement. Ils n'ont pas voulu, en tout cas, lever le petit doigt pour le développement des États de la CEDEAO. Regardez aujourd'hui, que ce soit au Burkina, au Niger et au Mali, les transformations sont en train de se réaliser. Étant dans la CEDEAO, on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas se développer sans prendre des prêts à la Banque mondiale ou auprès de l'Union européenne, ou alors avec la France, avec la fameuse aide au développement qui n'a jamais pu développer un quelconque État. Mais aujourd'hui, regardez, on a pu prouver à la face du monde que ces États-là peuvent se développer à partir de leur propre organisation. Et le Burkina en est exemple avec le développement endogène que nous avons entamé. Regardez également au Mali, il y a ces entreprises, ces usines qui se construisent. Et même l'action énergétique, chaque État est en train de chercher à construire une centrale énergétique qui va beaucoup aider. Et comment la CEDEAO avait pu gérer cette question économique-là? Nous n'avons pas vu ça. Donc, c'est pour dire que la CEDEAO n'a pas de vision. Et quand vous êtes dans une organisation qui n'a pas de vision, qui ne répond pas à vos aspirations, c'est mieux de prendre votre indépendance et de chercher à évoluer. Je me rappelle, quand le président capitaine Thomas Sankara disait un discours à la CEDEAO en son temps, il avait exigé à ce qu'il y ait cette sincérité-là, à ce qu'il y ait ce courage pour se démarquer de l'impérialisme, mais rien n'y fit. Et aujourd'hui, pendant que ces États sont en train de voir un nouvel horizon par rapport à leur développement économique, politique et militaire, on ne peut pas nous ramener en arrière encore pour soi-disant une quelconque stabilité. Si c'est la stabilité qu'ils veulent, il suffit de collaborer de façon bilatérale avec ces différents États-là, ou alors de collaborer d'organisation à organisation et il y aurait la sécurité. Sauf s'ils sont de mauvaise foi, en ce moment, ils mettront la question de sécurité en avant pour ramener ces États-là au sein de la CEDEAO. Mais nous avons déjà compris que l'insécurité, quelque part, est parrainée par d'autres puissances auxquelles obéissent la CEDEAO. Et donc, est-ce qu'il faut revenir au mains de ces mêmes personnes-là pour toujours garder notre coup, comme le disait Ousmane Sonko? Nous ne sommes plus là, nous sommes sur un chemin de non-retour. Et alors, soit les autres États de la CEDEAO qui veulent ou qui aspirent à leur souveraineté vraie adhèrent à l'AES, ou alors la CEDEAO continue avec son chemin et l'AES continue avec son chemin. De toutes les façons, un adage dit chez nous, c'est après avoir participé à plus d'un marché qu'on se rend compte que c'est le marché qui est le plus fructueux. Donc, nous avons déjà expérimenté le marché de la CEDEAO, nous allons maintenant expérimenter le marché de l'AES et voir ce que ça peut donner pour le bonheur de nos peuples. Au cas contraire, que les autres États de la CEDEAO adhèrent à l'AES et ensemble nous pourrons collaborer, ou alors nous allons nous baser sur les relations bilatérales et finalement essayer de voir dans quelle mesure on peut évoluer dans un bon voisinage. Je vous remercie. Merci aussi à vous, Ilassé Adama. On rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler pour donner leur point de vue sur le sujet du jour concernant la sortie de l'AES de la CEDEAO, du moins des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO va finalement acter la sortie du Mali, du Burkina Faso et même du Niger au mois de janvier prochain, puisque ça fera un an, en janvier 2025, puisque ces derniers se sont retirés au mois de janvier 2024. Alors on va se retourner vers Boukari Diko. Alors Boukari, en 2000, la Mauritanie va claquer la porte de l'organisation. Nouakchott avait motivé son retrait par la volonté de se concentrer sur l'union du Maghreb arabe pour des raisons culturelles. Pourquoi les précédentes sorties motivées pour des raisons de souveraineté et de sécurité posent autant de problèmes à l'organisation qu'est la CEDEAO? Le micro. Parler de cet aspect, ça nous renvoie justement à la politique de 2 poids 2 mesures que ces chefs d'État sont en train d'appliquer aux États de l'AES aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Une refondation de fond en comble des textes est exigée aujourd'hui si on veut aller de l'avant. Mieux que ça,
Le cas de la Mauritanie, ça se comprend, pour des raisons culturelles. Ici, ça est une question de souveraineté. Et l'AES a démontré aujourd'hui qu'on peut bel et bien se débarrasser du joug de la France et de ses alliés et être indépendant et se développer. Comme l'a dit mon frère Inassé, en 2 ans, 3 ans, voilà, ces militaires à la tête de nos États ont prouvé qu'ils peuvent faire pousser des jalons pour le développement économique de nos États. Création d'industries, création d'emplois, des chantiers par-ci, par-là, sans compter l'élément le plus fondamental, la CEDEAO a une force en attaque, nos États sont attaqués, la CEDEAO est incapable de réunir ses forces pour venir appuyer nos États de l'AES. Donc, la création de la Confédération a permis de fédérer les forces. Aujourd'hui, sur le terrain, ils font un travail remarquable et elles sont en train de mettre un terme, en tout cas, aux capacités de nuisance des groupes terroristes appuyés par qui nous savions. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, de preuves qui en tout cas, qui chargent certains États voisins de l'AES et même la puissance colonisatrice, la France et autres. Aujourd'hui, on est dans une phase de non-retour. Le retrait, en tout cas, des États va causer beaucoup de conséquences. Je pense que les autres États membres ont plus à faire que ceux de la CEDEAO. Par exemple, le grand projet de gazoduc transaérien qui devait partir du Nigeria en passant par le Niger, qui fait plus de 4000 km, va s'arrêter parce qu'il doit produire 30 milliards de mètres cubes de gaz. Et vous vous rendez compte, c'est que ça rapporte comme manne financière pour les 3 États. Par rapport aux États de l'AES, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question de souveraineté n'est plus un discours, mais des actes. Et je pense que ces chefs d'État l'ont prouvé. Ils sont dans une dynamique irréversible, comme l'a dit Inassé Adama. On ne peut pas revenir en arrière. Parce que, excusez-moi, il y avait une interférence. Revenir dans la CEDEAO, c'était dans la gueule du loup. Quand on sait qu'il y avait un sommet entre... Vous me suivez? Allez-y. Allez-y, Boukari. Allez-y. C'est vrai qu'on s'est coupé, mais on est en direct. Il y avait un sommet à Paris, au cours duquel des chefs d'État de la CEDEAO et Macron devaient se réunir. Et en ce moment, c'est l'OTAN qui devait rentrer dans la danse. Cela a permis aux chefs d'État de l'AES d'anticiper et de sortir de la CEDEAO. Voilà l'une des raisons fondamentales. La CEDEAO n'est plus la CEDEAO, mais elle est devenue un machin, entre guillemets, de la France pour dicter, en tout cas, sa loi aux chefs d'État pour pouvoir exploiter nos populations de ressources minières. Aujourd'hui, la dynamique qui est là, elle est irréversible, on ne peut rien contre ça. Donc, ça veut dire quoi? L'AES a montré qu'il y a une dynamique irréversible. On fait avec nous. On ne peut pas vivre sans les uns sans les autres. Ça, c'est une réalité. C'est clair. C'est le colon qui est venu diviser en 1000 morceaux, en micro-États, qui fait pouvoir mieux se servir de nous. Et je pense que la dynamique de la Confédération de l'AES est une aubaine que les chefs d'État doivent saisir. Et je pense, comme l'a dit Loum, qu'il faut redéfinir les termes de l'organisation de la CEDEAO. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec lui, que c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que le sommet du 15 doit être, ça va faire partie de l'ordre du jour du sommet pour dire qu'on donne encore un temps à nos frères de l'AES, mais revoyons nos textes, débarrassons-nous en tout cas de cette pression, la France, qui est en train de nous diviser pour mieux nous asphyxier. Ce qui est clair, la question de souveraineté, ce n'est pas une question de verbe, mais d'acte. Et je pense que le pays de l'AES est bien parti par rapport. Merci à vous, Boukari Diko. Mais Boukari, on reste un peu avec vous. La raison mise en avant par le président sénégalais n'est-elle pas valable selon vous, lui qui croit dur comme fer à la stabilité de la CEDEAO au retour des membres de l'AES? Pour celui-ci, il est question d'éviter de fragiliser la région face aux enjeux sécuritaires. Écoutez, cela arrange la France de nous fragiliser pour mieux
nous avoir. C'est ça qu'il s'agit. Et je ne vois pas ce qu'il dit est réel. Mais il revient au chef d'État de la CEDEAO de se battre pour qu'on ne se divise pas, pour que l'AES ne quitte définitivement et de tenir compte de ces conditions, de ces exigences qui sont tout à fait souveraines, qui sont tout à fait réelles, qui répondent aux déshydratats de nos populations. Qu'est-ce qui fait la popularité des chefs d'État de l'AES? Ils ont pris un chemin de libération, d'indépendance totale au vrai sens du terme, qui fait que malgré les souffrances, malgré les intempéries, les populations disent avancez Assimi, avancez IB, avancez Tchani, on va mourir, on est derrière vous, parce qu'on est fiers de ce que vous êtes en train de faire. On n'a jamais vu ça en Afrique. Et les chefs d'État disent aux colons, ça suffit de nous sucer, dégage, tu viens, on parle d'égal à égal. C'est ça qu'il s'agit. Donc maintenant, le départ de l'AES est une nécessité vitale. Vous allez voir, les forces qui ont quitté le Mali, le Niger et le Burkina, partout elles vont s'installer, le terrorisme va se développer, et déjà ça a commencé en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin, et même au Tchad. Donc, qui n'est même pas la CEDEAO, vous rappelle. Mais, c'est certain, la stabilité de la CEDEAO dépendra en tout cas de la vision, en tout cas le chemin pris par les chefs d'État de l'AES, c'est ce qui va nous sauver, en tout cas que le pays soit mélangé, rendu ingouvernable, afin de permettre à ces colons de revenir et de nous imposer des chefs d'État, syndicats de chefs d'État mal élus, qui vont répondre au moins de claquement, justement, de leur mentor qui est basé à Paris, qui semble, en tout cas, comme vous le savez, qui est aujourd'hui très mal en point dans l'opinion nationale française. Merci à vous, Bokari Diko. Alors, Loumsamba, je vous pose la question que je posais il y a de cela quelques minutes à Bokari Loumsamba. Pourquoi la CEDEAO n'arrive pas à digérer cette pilule, celle bien sûr concernant le retrait de leur organisation des pays membres de l'AES tels que le Burkina, le Mali ou même le Niger, alors qu'en 2000, la Mauritanie avait décidé de se retirer pour des raisons culturelles. Ceux-ci ont avancé une raison de souveraineté, mais pourquoi ça passe pas quand il s'agit du Mali, du Burkina ou même du Niger, alors que pour la Mauritanie avait été validé sans souci? Bon, je pense que la raison elle est connue. Les raisons pour lesquelles la CEDEAO sait pertinemment que si AES sort de cette organisation, ça va fragiliser en quelque sorte certains pays de la CEDEAO. Ça aussi, c'est un fait. J'ai donné l'exemple du Mali. En termes de gains, qu'est-ce qu'on peut gagner économiquement? Ça, c'est une évidence. Et que si l'organisation, en principe, est une organisation qui comité économique de tous ces États, et je pense que la sortie de la CEDEAO ne peut ne pas être sans conséquences, et bien sûr négatives, sur le fonctionnement de ces pays, sur l'économie de ces pays même, ça c'est un fait. Et pour une fois, je suis d'accord avec Diomaye, parce qu'aussi, il sait lui-même que aucun pays ne pourra vivre en autarcie, encore qu'on est dans un même espace, dans un même territoire, dans une même Afrique. Ça aussi, tout le monde le sait. Donc, la sortie de l'AES dans la CEDEAO, tout le monde sait les conséquences. Donc, c'est pas la même chose avec la Mauritanie qui veut sortir sur le plan culturel. Et là aussi, il y a beaucoup de questions à se poser sur les Mauritaniens qui pensent que, sur l'élite mauritanienne, qui, pour des raisons culturelles, dit qu'il n'est plus un pays africain, mais il est proche des Arabes. Parce qu'en Mauritanie, il y a des Peuls, il y a des Wolofs, c'est des Africains, donc ils ne sont pas des Arabes. Encore que les Arabes même font partie de l'Afrique. Et pour l'histoire même, il faudrait que quelque part aussi les gens se rappellent des principes du panafricanisme et de l'idéologie qui avait animé des gens qui le portent. Mais pourquoi Kwame Nkrumah était marié avec une femme égyptienne? Et pourquoi? C'est parce qu'il y avait un leader qui était là-bas, qui partageait la même idéologie que lui, en quelque sorte, Gamal Abdel Nasser. Nous sommes tous là, nous savons que Kadhafi était un arabe, mais il y a tellement de jeunes africains qui aimaient sa position et ses postures par rapport au souverainisme, par rapport
à l'unité africaine. Nous savons tous que bien que Kadhafi était un arabe, mais sa proposition de dire que pourquoi on doit financer des millions de dollars pour que notre communication puisse dépendre d'une satellite de l'Occident, alors que pour 400 000 dollars payables une seule fois, l'Afrique pourrait avoir son autonomie en termes de communication dans ce sens, pendant que nous payons 500 000 dollars par an, alors qu'il avait un modèle qui proposait 400 000 dollars par an. C'est un arabe qui l'avait proposé. Il n'avait pas proposé ça aux Occidentaux, il avait proposé ça aux Africains. Et pour dire que les Africains doivent sortir de l'ethnicisme, de l'esprit de régionalisme, de l'esprit de patriotisme quelque part, qui dit que oui, je suis patriote, je suis dans tel ou tel pays. Quand un Burkinabé me dit que oui, je suis un patriote, mais je privilégie le Burkina, quelqu'un d'autre dira oui, moi je suis patriote. Le Sénégal d'abord, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils sont patriotes à partir de quoi? Ils sont patriotes à partir des territoires colonisés, découpés par les Occidentaux de novembre 1884 à fin 1885, et qui avaient décidé que le Burkina soit circonscrit dans un territoire et que le Sénégal soit circonscrit dans un territoire et que le Sénégal puisse exister à côté, la Gambie à côté, le Mali à côté. Je pense qu'en tant que panafricaniste, on doit nous décoloniser d'abord pour déconstruire totalement ce qui a été fait par l'Occident, justement pour nous diviser. Et les conséquences de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, si nous restons dans cette circonscription coloniale qui définit notre appartenance en tant que Burkinabé, en tant que Sénégalais, eh bien, on va rester encore dans cette même dynamique, dans cette même logique, dire que je défends l'AS, l'autre dit que oui, je défends la CEDEAO. L'AS, c'est quoi? Les territoires de l'AS, c'était des territoires définis par le colon. C'est le colon qui a défini que le Burkina s'arrête ici, que le Mali s'arrête ici, que le Sénégal s'arrête ici. Maintenant, est-ce qu'on doit de façon contradictoire rester dans cette circonscription coloniale pour nous définir en tant que défenseurs de l'Afrique? Si nous sommes aussi contradictoires par rapport au principe du panafricanisme, par rapport au principe du souverainisme qui avait été défendu par nos précurseurs, les premiers panafricanistes, qui ont été suivis par des gens comme Sankara et Kumba, et ils avaient compris que l'enjeu, ce n'était pas de définir une politique intérieure à partir de son propre territoire, non. L'enjeu, c'était l'Afrique. Donc, le nationalisme qu'ils défendaient par moment, c'était par opposition à l'Occident qui avait occupé toute l'économie, qui avait géré tout le pays sur le plan économique, sur le plan politique et surtout. Donc, pour moi, l'idée de la révolution et de la lutte, donc c'était à partir de ça. Nous, maintenant, tant que nous n'accepterons pas nous ne comprenons pas l'idée de Thomas Sankara, de Nyerere, de Modibo Keïta et de Cheikh Anta Diop, eh bien on va rester encore là à dire que oui, l'AS a une bonne vision, il faut que tout le monde suive. On va rester là pour dire que oui, la CEDEAO doit faire une médiation pour... Non, là, l'unification des présidents de l'AS et de la CEDEAO, c'est une unification revendiquée par les masses critiques africaines, par les populations africaines qui comprennent que les enjeux sont les mêmes, que ce soit sur le plan politique. Mais comment on peut parler comment on peut dire que le franc CFA est une monnaie colonialiste et qu'au Burkina on utilise le CFA, au Sénégal on utilise le CFA, au Mali on utilise le CFA, etc., etc. Pour moi, c'est des combats qu'il faudra mener. Et je ne dirais pas pousser nos élites, mais on doit les obliger à aller vers quelque chose de consolidant qui va prendre en préoccupation toutes les revendications sur le plan économique, politique. C'est ça le souverainisme. Et tant que nous n'arrivons pas à ce niveau de conscience collective en tant que panafricanistes, et bien qui comprennent effectivement le sens de la lutte, de l'idéologie du souverainisme et tout, si nous sommes tous d'accord sur ça, allons-y vers une réflexion collective et des plaies qu'on peut avoir
ailleurs. Le port autonome de Dakar est le grenier qui est vraiment un élément fondamental en tant que mobilisation des ressources. Et nous savons pertinemment qu'avec le Mali, on fait énormément de choses. Le Mali également, avec ses entrepreneurs qui passent par le Sénégal et qui transportent des marchandises, il en gagne quelque chose. Les peuples maliens en gagnent quelque chose. Les peuples sénégalais en gagnent quelque chose. Maintenant que nous serons les perdants de toutes ces discordances, nous serons les gagnants de toutes ces discordances. On ne doit pas rester dans la partisanerie. Le peuple de l'AES doit exiger à l'AES d'être d'accord avec les peuples de la CEDEAO sur certains points sur lesquels ces mêmes peuples vont avoir des opportunités. Les peuples de la CEDEAO eux-mêmes. Pour moi, c'est un combat des peuples que nous devons mener et qui doit transcender le nom même des organisations. Je termine pour ça, que ce soit CEDEAO, que ce soit AES, que ce soit UCE, pour moi, ça importe peu. Ce qui importe est qu'on réussit à fédérer nos chefs d'État, à les exiger à avoir un agenda commun, un agenda que nous avons défini nous en tant que peuple, que nous avons défini nous en tant que panafricanistes, que nous avons défini en tant que militants. Les obliger à rester sur ça, parce que c'est l'Afrique qui gagnera en fait compte. Pour moi, la seule bataille, c'est ça, mais non la bataille de la partisanerie pour AES ou bien pro CEDEAO. Moi, personnellement, je ne suis ni pro AES, je suis ni pro CEDEAO. Je suis pro-Afrique, je suis pro-souverainisme, je suis pro-unité africaine. Si vous êtes pro-souverainisme, ça veut dire que vous êtes pour le retrait de l'AES, de la CEDEAO, des pays de l'AES, de la CEDEAO, parce que pour des raisons de souveraineté, ils souhaitent se retirer de la CEDEAO, Lumsamba. Je suis pour la redéfinition des termes de l'AES en profondeur, parce que la redéfinition des termes de la CEDEAO en profondeur, parce que si la CEDEAO avait marché, l'AES n'aurait pas existé, ça tout le monde le sait. L'AES existe, c'est parce que la CEDEAO a échoué sur toute la ligne, ça on le sait. Maintenant que la CEDEAO a échoué, ne veut pas dire que nous, en tant qu'Africains, on ne peut pas penser à une autre forme d'organisation qui va prendre en compte les aspirations des populations de l'AES qui ont donné naissance à cette nouvelle organisation qui a regroupé ces trois pays. L'AES a juste suivi l'aspiration profonde des peuples du Mali, du Burkina, du Sénégal, des peuples de l'Afrique en général et en particulier des peuples qu'il représente en tant que chef de l'État. Je suis pour des réformes profondes, je suis pour des discussions inclusives. Ce ne sera pas des discussions entre Diomaye, Goïta, AES, CEDEAO, non, ce sera des discussions populaires où mon avis va être tenu en compte, l'avis de Diko, l'avis de Adama va être considéré. Parce que nous comprenons l'enjeu, nous comprenons le sens de l'unité, nous comprenons le sens du souverainisme. On est là, on est d'accord sur certains principes. Donc ces principes-là qu'on l'oblige à la CEDEAO. Je ne suis pas pour que la CEDEAO à côté et que l'AES de côté. Je suis pour une organisation qui va fédérer toute l'Afrique, qui va prendre en considération toutes les préoccupations des peuples de l'AES qui ont donné naissance à cette organisation et toutes les aspirations des peuples de la CEDEAO. Parce que je suis certain que sur plusieurs points, les peuples de la CEDEAO ne sont pas d'accord sur des mesures radicales que l'AES avait prises par rapport à nos frères avec qui nous partageons les mêmes convictions. Non. Ce sont les organisations, particulièrement l'AES, qui étaient en déphasage avec ce que pensent ses propres peuples. Donc cette défaillance ou bien cette discordance entre l'organisation et le peuple, pour moi, c'est ce qu'il faudra corriger. Et pour le corriger, on ne pourra pas le faire seul. Et l'AES ne pourra pas faire, à partir de ses élites, ne pourra pas tout simplement le faire avec la CEDEAO ou pas. L'AES peut aller continuer son combat, mais ça serait la contradiction avec les idéologies du panafricanisme que nous avons tous cru, qui transcendent nos pays, qui transcendent nos organisations sous-régionales. C'est des préoccupations majeures qui prennent en compte toutes les problématiques de l'Afrique en général, que ce soit
j'aimerais que les panafricanistes reviennent sur les principes de base qui ont fondé l'idéologie du panafricanisme en quelque sorte. C'est la seule manière qui nous permettra d'être encore beaucoup plus forts et d'exiger à nos chefs d'État de se retrouver autour de quelque chose pour répondre à nos aspirations et pour aller effectivement vers le souverainisme absolu. J'invite à tous les panafricanistes dans ce sens qu'on aille vers ça et qu'on sorte dans cette logique de partisanerie pro-AES ou bien pro-CEDEAO. Restons pro-afro-souverainistes, restons pro-panafricanistes, restons tout pro-africains. C'est ma conviction. Je voulais rebondir là. Allez-y, Boukari, allez-y. Je voulais dire tout simplement que je remercie mon frère Ndoum. Il rejoint maintenant l'AES. Il comprend une chose qui est réelle et certaine. C'est que toutes les décisions prises par les chefs d'État de l'AES tiennent compte des desiderata de nos peuples. Ça, c'est une réalité. Il y a une conscience collective qui est réelle, qui est là, qui fait que les chefs d'État ne peuvent pas avancer, prendre une mesure sans tenir compte de ce que veulent nos peuples. Ça, c'est une réalité qui est là. Donc, il nous rejoint d'une manière ou d'une autre. Et en plus, c'est prouvé à mon frère, à mon camarade de nous, que les chefs d'État ne sont pas complexés, ils sont décomplexés. C'est ce qui nous a amenés jusque-là, qui fait que jusqu'à présent, la CEDEAO, les chefs d'État sont divisés par rapport à la conduite à tenir. Et tant que ces chefs d'État, la CEDEAO, reçoivent les consignes, les ordres fermes de l'Élysée, la CEDEAO ne va jamais marcher, elle va faire une implosion extraordinaire depuis 50 ans d'existence qui n'a jamais eu lieu. C'est partira de l'AES et les sympathiseurs sont là. Nous sommes condamnés en tant qu'État africain, en tant que frères africains, de nous donner la main pour sortir de cette domination, en tout cas de la France, sur nos peuples, sur nos États. C'est ce qu'il faut comprendre, mon frère. Maintenant, dire que les chefs d'État doivent prendre une décision, ils vont prendre une décision en fonction de ce que le peuple, les forces vives pourront décider. Et nous, en tant que souverainistes, en tant que panafricains, qu'importe le mot que vous allez utiliser ici, nous sommes obligés de nous battre pour amener nos chefs d'État à aller vers le chemin pris par l'AES. Ça, c'est un chemin irréfutable. Il n'y a pas de retour en arrière. On avance. C'est pas pour rien que depuis la France est en train de se battre pour ramener les chefs d'État de la CEDEAO, de l'AES à la CEDEAO, et n'arrive pas parce que nos présidents ont compris. Tant que les chefs d'État de la CEDEAO continuent à écouter les instructions de la France et de ses alliés, ça ne marchera pas. Et je pense que le 15 décembre sera décisif, c'est que soit les autres États membres de la CEDEAO vont regagner l'AES, soit c'est leur population qui vont se reporter contre eux et faire dégager ces chefs d'État et ces syndicats de chefs d'État pour adhérer à l'AES afin que l'Afrique puisse se libérer en tout cas de ce joug qui n'en finit pas et qui fait des siècles, sinon des années de domination. Merci Boukari Diko. Allez, on va prendre rapidement quelques téléspectateurs. Ils ne cessent de nous appeler pour donner leur point de vue sur le sujet. Allô, bonsoir. Malheureusement, des soucis de liaison, des soucis de liaison. On va essayer d'avoir d'autres téléspectateurs pour qu'ils donnent leur point de vue sur le sujet. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à tous les appelants, à mes frères techniciens. Comment dirais-je, vraiment ta coiffure, elle te va très bien. Vraiment, c'est chic, ta coiffure. Moi, ce que moi je vois aujourd'hui, la CEDEAO en train de s'amuser avec un chef d'esprit des jeunes de la AES. Ils ont déjà pris leurs décisions. Aujourd'hui, comme on les voit, la CEDEAO est divisée. Mais attends, avant qu'ils se divisent là, ils ont fait des bêtises. Ils n'ont pas réfléchi, ils ont mis des embargos sur leurs propres frères. Aujourd'hui, les gars, ils ont pris c'est-à-dire que leur résolution pour dire que nous, parce qu'on nous traite comme des enfants, non, on prend retraite de votre association.
Pourquoi il veut les attirer dedans, machin, sortir en... Attends, les pays qui parlent de ça là, parce qu'ils n'ont rien ils n'ont pas encore compris. Le jour qu'ils vont comprendre, c'est déjà tard. Peut-être ils vont taper à la porte de AES là. Peut-être on va leur poser des choses, des conditions que quand s'ils ne remplissent pas, ils ne vont pas rentrer dans AES. Parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que, comment dire, certains, je n'ai pas cité le pays ici, qui s'amusent avec l'esprit des gens. Surtout mon pays qui est là aujourd'hui, lui, celui qui est là, lui n'est même pas encore prêt pour rentrer dans ça. Mais quand les choses vont changer là, nous tous on va rentrer dans ça là. C'est quelle histoire? Moi, il a toujours dit, on ne peut pas, comment dire, associer des gens qui ne s'attendent pas. Aujourd'hui, AES là, moi, ce que je leur demande aujourd'hui, bien sûr qu'ils vont quitter l'année prochaine cette association, mais qu'ils apprennent maintenant la monnaie. Parce que quand ils vont voir la monnaie, là, leur monnaie aujourd'hui, les Sahel, là, les gars vont les respecter. Parce qu'ils ne vont plus s'amuser, se lever pour dire non, ils vont revenir dans CDAO, sortir dans tel, on ne va plus attendre ça. Parce que la monnaie est là, ils ne vont pas, parce que le CFA n'est plus de leur monnaie, ça n'est pas la même chose. Donc ils ne vont pas s'amuser sur les choses, aller dans les hôtels, dormir et puis se lever, puis dire de n'importe quoi dans les oreilles des Africains. Là. Nous, on en a marre de ça maintenant. Ceux qui n'ont pas compris, les pays qui n'ont pas encore compris de cela, là, ils sont en retard. Parce que les gens avancent aujourd'hui. On n'a pas le temps. Parce que les discours inutiles, là, c'est ça, c'est ça qui me plaît chez les trois militaires. Là. Ils ne font pas de discours. Allez s'asseoir ici et parler pour ne rien dire de bon, là. Ils ne sont pas dedans. Ils prennent leurs décisions et elles sont prises. Et puis, tout le monde attend. Voilà. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là, c'est du théâtre. Parce que, comment dire, ils pensent qu'ils vont revenir. Parce que moi, je demande aujourd'hui, ces trois présidents-là, de l'année prochaine, de tout faire, de sortir leur monnaie. Parce qu'ils ont tous les atouts pour faire sortir la monnaie. Parce qu'ils ont de l'or en stock. Ils peuvent faire sortir la monnaie. Et personne ne peut toucher cette monnaie. Donc, ils ont des choses comme des ingénieurs, des économistes. Tout ça, ils vont aider pour que la monnaie soit stable dans leur pays. Ce ne sont pas, comment dire, des votes en guerre. Parce qu'ils ont compris que certains pays veulent rester toujours sous la jupe des Français. Là. Ils n'ont pas resté là-bas. Un pied dedans, un pied dehors, là. Dehors. En Côte d'Ivoire, c'est ça, on dit comme ça. Alors, donc, moi, quand je vois les gens qui sont en train de faire des discours, des machins, qu'ils sont en train de s'agiter pour aller au Nigeria pour faire des discours qui n'ont rien à voir, ils pensent que les gars sont bêtes ou quoi. Moi, j'ai pris ma décision, j'ai dit, je suis pas avec toi. Et puis, ce sont des petites réunions là qui vont me faire retourner. À cause de quoi? Mais moi, je leur dis que, comment dire, la décision, elle est déjà prise. Donc, l'année prochaine, ici, les papiers, puis les balancent là-bas. Et puis maintenant, ils s'occupent de leur monnaie. Quand la monnaie va venir, là, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever aujourd'hui. Parce que la superficie des trois pays, là, ça peut faire beaucoup de choses. Entre eux, d'abord. Et puis, en bon, tendre la main aux autres qui leur ouvriront la porte. C'est tout. Voilà, je m'arrête là. Merci, Christelle. Appelez-nous pour donner votre point de vue sur le sujet du jour. Il y en avait qui nous appelaient il y a de cela quelques temps. Rappelez-nous pour donner votre point de vue sur le sujet du jour concernant les membres de l'AES et la CEDEAO. La CEDEAO va-t-elle finalement acter le retrait des pays de l'AES que sont le Mali, le Burkina Faso et même le Niger? Et donc voilà le sujet au centre du débat. On rappelle aussi que vous pouvez nous suivre en direct de nos pages sur les réseaux sociaux, YouTube ou même à Facebook, Afrique Média. Et donc vos commentaires sont aussi attendus par là alors qu'on a un téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Il est pourtant en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. D'abord, je vous salue et merci de m'accueillir dans votre émission. Je la suis depuis tout à l'heure. Et les discussions sont très intéressantes. Mais j'aimerais d'abord me joindre à Sambaloum qui vient de tenir un discours, je pense, très clair. C'est de dire qu'il ne faut ni être pour la CEDEAO, ni être pour l'AES, mais être pour l'Afrique.
Parce que quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, la CEDEAO a d'abord été créée par ceux qui aujourd'hui l'ont quittée. Donc je pense que la viabilité d'une organisation tient à ce que les membres soient prêts à y rester. Aujourd'hui, il y a 3 pays qui sont ceux de l'AES qui ont des problèmes de sécurité, mais je pense qu'ils gagneraient à se faire aider par ces pays qui veulent les aider. Maintenant, dans le règlement de ce conflit, qui n'en est même pas un, la personne de Diomaye n'est pas importante, puisque Mandela, malgré le fait qu'il soit une personne en 1997, avait échoué dans la négociation entre Kabila et Mobutu, je pense, et l'ironie de l'histoire, il s'était introduit maréchal, ainsi de suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le Sahel nous affecte tous. Je pense qu'il l'a rappelé en disant que le port de Dakar avait pour premier client les Maliens, le Niger et le Sénégal commercent, le Sénégal commerce aussi avec le Burkina, et nous avons des liens historiques tellement forts qu'aujourd'hui au Sénégal, montrer à un jeune enfant la photo de Thomas Sankara, mais il va le reconnaître très rapidement. Aujourd'hui, le Sénégal a eu son indépendance avec le Mali, et je vous rappelle que le Mali est le nom que nous partageons, le Sénégal et le Soudan français à l'époque. Donc nous avons des liens tellement étroits, et je rappelle encore que nous avons la même devise, un peuple, un but, une foi. Donc rien ne nous divise, rien. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les négociations ont été entamées, mais je suis parfois inquiet d'entendre certains. Je pense qu'il y a un de vos invités qui a dit, qui était hors de question que l'AES revienne de la CEDEAO. Mais comment on peut être aussi je m'excuse d'emblée, aussi borné en disant aujourd'hui, à l'entame d'une négociation, qu'elle ne va pas aboutir. Je pense que ce n'est pas être panafricain, et c'est même parfois contradictoire de se dire panafricain et de s'accroupir à une organisation qui unit 3 pays, en disant aujourd'hui, oui, nous sommes panafricains, nous avons une posture panafricaine. La posture panafricaine voudrait que lorsqu'on appelle des pays à une négociation pour nous réunir, nous oublions tout ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, la CEDEAO de Macky Sall n'est pas la même que la CEDEAO de Bassirou Diomaye Faye. La CEDEAO des anciens chefs d'État qui étaient au Niger, au Burkina, au Mali ne sera pas la même. Donc aujourd'hui, en créer une autre, ou si vous voulez qu'on se réunisse au niveau de l'unité africaine, mais que s'il vous plaît, que ces pays se laissent aider. Parce qu'aujourd'hui, ce serait ignoble pour l'histoire et pour la postérité que l'on sache qu'il y a eu des guerres entre ces 3 pays et qu'aucun pays frontalier n'est intervenu. Ce serait ignoble. C'est aussi ignoble aussi d'entendre certains qui sont dans ces pays dire il est hors de question. Et je suis désolé de le dire, durant toute la discussion, j'ai entendu rarement le mot paix être abordé. Diam, la paix. Mais nous n'allons pas nous battre jusqu'à la fin des temps. Il va falloir à un certain moment s'asseoir autour de la table et avoir le courage de se parler et de négocier. La MINUSMA, je vous rappelle, la MINUSMA a été une force qui a été composée par la CEDEAO. Qu'elle ait échoué ou pas, des Sénégalais, des Égyptiens, toutes les nationalités ont vu leurs fils mourir sur le sol malien. Donc que les Maliens ne l'oublient pas et qu'ils reviennent peut-être à de meilleurs sentiments. Je suis persuadé que ce discours que je tiens n'est valable que pour une petite frange des Maliens ou de ce qu'on appelle aujourd'hui les gens de l'AES. Je suis convaincu que ces dirigeants savent qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien, mais de quelle manière? Je pense tout simplement qu'aucun pays de la CEDEAO, ça c'est mon avis, ne devrait envoyer des soldats se battre dans ce pays. On peut les aider en armement, en tout ce qu'on veut, mais pas des soldats. Pourquoi? Parce que l'architecture un peu climatique ou géographique de ces pays ne sont maîtrisées que par ceux qui y sont, et qu'aujourd'hui, envoyer des Sénégalais se battre auprès d'un Burkinabé contre un Burkinabé serait une très mauvaise idée. Ce serait une chose qui, dans la stratégie, va nous diviser. Et je pense que Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, et tous ces chefs d'État qui, je l'espère, se réuniront, auront cette lucidité, c'est-à-dire de choisir la meilleure façon d'aider leur peuple, tout en cherchant la paix, je le répète. Et je pense que c'est un mot que l'on devrait nous tous utiliser un peu plus, parce que, encore une fois, nous nous entretuons. Au Mali, ce sont des Maliens qui tuent des Maliens. Au Burkina, ce sont des Burkinabés qui tuent des Burkinabés. Au nom de quoi? Au nom de, même pas de la religion, au nom d'intérêts qui viennent de... Mais c'est un prolongement des narcos, c'est du voyeurisme. Tout simplement, c'est des gens qui ne se battent pour aucune religion. Aucun musulman ne va
tuer un autre frère musulman. Ces djihadistes brûlent des mosquées. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est des gens qui se battent pour des intérêts. Et qu'à un certain moment, il va falloir que nous soyons conscients pour refuser que ce que Sarkozy a fait dans ce Sahel, c'est-à-dire déstabiliser tout ce qui s'y passe, ne prospère pas. Nous sommes des frères, réunissons-nous, discutons pour amener la paix au Sahel dans l'intérêt de tout le monde. Et je vais terminer par cette phrase. Être panafricain n'est pas être cloisonné entre 3 pays. Hein. Non. Être panafricain, c'est être ouvert à toute l'Afrique. Être ouvert à toute l'Afrique, selon vos conditions, selon vos critiques, mais ne pas refuser à être autour de la table et à parler avec un frère comme vous. La CEDEAO propose son aide, propose sa médiation. C'est une initiative qui est née de ces pays membres. Et cette organisation a été créée par vous-même. Donc qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir? Si ce n'est l'orgueil, la vanité ou des trucs comme ça, des enfantillages qui nous blessent, parce qu'au moment où l'on parle, des gens meurent, et ce sont des civils, pour la plupart des innocents, qui sont tués par des combattants, qui sont disjonctés par on sait quelle idéologie, mais qui s'entretuent entre eux. Essayons de promouvoir la paix, essayons de la promouvoir et ne refusons pas, sous aucun prétexte, de se mettre autour de la table et de s'expliquer et de réussir surtout à avoir un terrain d'entente et de passer enfin vers le développement. Des gens meurent de faim, des gens meurent de soif. Certains n'ont même pas de l'eau potable à boire. On va s'entretuer pourquoi? Les armes qu'on vous donne, les instructeurs qu'on vous donne, qu'ils vous servent, qu'ils remplacent ces armes par des machines, par des outils, et qu'ils remplacent ces instructeurs par des enseignants, par des scientifiques. Et je pense que c'est avec ça que l'Afrique va se développer, mais pas en s'entretuant inutilement entre frères, pour des raisons débiles. Vous m'excuserez le terme. Ce n'est que pour l'argent et des avantages. C'est tout. C'est un prolongement du voyeurisme, c'est à l'image des narcos, c'est du banditisme, rien d'autre. Personne ne peut justifier ce qui se passe. Des gens qui creusent des fossés, qui sont tués par des gens qui se disent défendre une certaine idéologie, c'est contraire à toute idée. C'est même insensé. Donc que ça s'arrête et qu'on discute et qu'on essaie de trouver un moyen de s'entraider, nous tous. Cette situation qui perdure au Sahel est ressentie par tous ces pays frontaliers, Côte d'Ivoire, tout le monde. Donc pour l'intérêt des peuples, essayons de nous unir et de discuter. Et j'espère, je prie que la paix, Diam, reviendra vers le Sahel. Je vous remercie. Merci également à vous de nous avoir appelés. Allez, n'appelez plus. On va se retourner vers nos panélistes. Peut-être on va prendre le dernier appelant parce qu'on nous fait savoir que lui aussi il a insisté pour pouvoir participer à cette édition d'appel sur le continent. Je pense qu'on va se séparer de lui. On va se séparer et se retourner vers Inassé Adama. Alors Inassé, en quoi la mise en place de l'AES est un obstacle à la stabilité de la région? Ça, moi, je constate après les interventions qu'il y a certains, ils sont toujours dans la théorie, non dans la pratique. Celui qui est dans l'action et celui qui est à côté de l'action ne perçoit pas les réalités de la même manière. Je comprends l'optimisme de Samba. Il faut noter que former l'AES ne fait en aucun cas de nous moins des panafricanistes que ceux-là qui prônent pour la CEDEAO. Le panafricanisme, nous, dans notre conception, c'est d'abord la lutte pour la souveraineté, la liberté, et maintenant l'union dans cette souveraineté-là. Et vous allez constater que dans tous les textes de l'AES, il est dit à notre conscience que nous sommes capables d'abandonner notre souveraineté pour une quelconque union dans la quête d'une souveraineté plus grande que notre petite souveraineté. Et donc, pour dire que sur le plan panafricaniste, les peuples de l'AES et les dirigeants de l'AES sont plus panafricanistes que ceux qui sont en train de prôner le retour de l'AES dans la CEDEAO. Où était ce panafricanisme-là lorsque la CEDEAO imposait des embargos au peuple de l'AES? Vous savez, lorsque quelqu'un tombe dans un puits, l'autre qui est au dehors du puits, il ne voit pas les difficultés de la même manière. Et donc moi, je ne comprends quand il parle de panafricanisme, de valeurs intrinsèques, de valeurs qui viennent de valeurs historiques, mais où étaient ces valeurs-là lorsque la CEDEAO imposait des embargos? Et lorsque le frère dit que ce sont les Burkinabés qui s'entretuent, loin de là, ce sont
des apatrides qui sont en train d'attaquer les peuples. Moi-même qui vous parle comme ça, à mon poste de service, j'avais été obligé de ne pas servir pendant quelques semaines en attendant de voir si la situation sécuritaire allait s'améliorer. Et ils sont combien ces agents de l'État-là qui sont obligés d'abandonner leur poste, ces populations qui sont obligées de fuir leur territoire pour aller se réfugier en ville, être déplacés internes dans leur propre pays et maintenant nous demander de revenir à la CEDEAO parce qu'on est panafricaniste. Le panafricanisme, c'est d'abord la lutte pour la souveraineté, la lutte pour l'indépendance vraie. Et ensuite, maintenant, l'union dans cette lutte d'indépendance et de souveraineté. Ceux-là qui ne sont pas prêts à faire la lutte pour leur souveraineté ne peuvent pas nous demander le panafricanisme. Et je pense que les panafricanisme, quelle est la conduite à tenir pour être indépendant et la confiance qu'il faut avoir en soi pour entreprendre son propre développement à soi-même. Et tout ce qui pourra comprendre ça, l'AES est prêt à ces personnes-là. On ne peut pas s'associer à des personnes qui veulent nous retirer de la souveraineté et nous remettre dans un état d'esclave et nous demander d'être panafricains. C'est ça le paradigme. Soyez pragmatiques, des théoriciens. Revenant à ce que vous avez demandé encore là, qu'est-ce qui empêche, est-ce que l'article de l'AES, de la CEDEAO, est une contrainte ou pas, je ne sais pas. Vous savez, aujourd'hui, le problème n'est pas au niveau des peuples. Les frères citoyens qui viennent au Burkina ici, nous payons très bien. Les frères sénégalais qui viennent ici, nous l'appuyons très bien. Entre les peuples, il n'y a pas de problème. Le des chefs d'État au service de l'impérialisme français est en train d'imposer aux différents peuples ces difficultés. Non, quand vous partez à Ouaké, vous êtes au Burkina Faso. Vous partez de l'autre côté, au Mali, vous êtes au Burkina Faso. Vous êtes au Burkina Faso. Entre les peuples, il n'y a pas de difficultés. Je le rappelle, entre les peuples, difficultés. Le mouvement Yanama, nous l'avons connu avec, comment on appelle le rappeur. Mais, je peux dire que c'est le mouvement Yanama qui, moi, m'a permis de lutter du Burkina. Mais c'était bien avant. Donc, vous dire que le panafricanisme n'est pas le fait de se mettre au le panafricanisme, c'est de lutter pour son indépendance vraie. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Si les autres États de la CEDEAO ne sont pas prêts à leur souveraineté, nous n'allons pas nous retirer. Être panafricaniste, certes, ce n'est pas pour être pro-CEDEAO, mais nous sommes pro-souveraineté, indépendance. Et étant pro-indépendance, proche de l'AES que de la CEDEAO. Vous savez très bien, toutes les rencontres de la CEDEAO, elles sont les qui sont remplies à ces rencontres-là. Ce sont des discussions et inutiles qui prononcent là-bas, ils prennent des décisions, ils vont à l'encontre des peuples. Cette organisation n'a plus état d'être. Les chefs d'État à Burkina Faso ont été les pères fondateurs de la CEDEAO. Ils ont dévié de sa trajectoire, l'AES, organisation et ramener ces états. Mais ça ne sera plus la CEDEAO. Donc, la CEDEAO ne peut pas nous obliger, soi-disant, jouer sur les choses, soi-disant, jouer par rapport à la définition du panafricanisme. Donc, mes frères, je suis désolé, vous n'êtes pas souverainiste, vous n'êtes pas indépendantiste, vous n'êtes pas panafricaniste. Et donc, vous dites à vos chefs d'État garder et de revenir sur les fondamentaux de l'africanisme. Et en ce moment, on va parler du dialogue autour de la table. On ne peut pas continuer quelqu'un d'une organisation et de faire un dialogue à son âge. Échanger avec eux pendant qu'ils vont de mettre les pieds sur les territoires. Vous avez oublié cela? Vous avez oublié les interdictions de voyage de ces chefs d'État-là pour les territoires. Mais je me demande où sont eux. Bon, ce qu'il faut savoir, les États ne vont plus rebrousser chemin. Ce qu'il faut savoir, les peuples les décisions de leurs autorités,
où qu'ils nous amènent, si ça va dans les intérêts des équipes, le peuple va les soutenir et n'allons pas faire le merci. Vaille que vaille, merci beaucoup. Merci à vous Inassé Adama. On va dire que c'est terminé pour l'émission. Hein. C'est terminé pour aujourd'hui. Toutes nos excuses aux téléspectateurs s'il y a quelques moments où il y a eu des soucis au niveau de la compréhension à cause des soucis, des problèmes de connexion. Merci aussi à vous Bokari Diko. On se donne rendez-vous certainement dans une prochaine édition d'Appel sur le continent. Merci aussi à Loum Samba depuis le Sénégal, secrétaire général de Yonama, qui lui est pour l'apaisement, hein, qui est pour il est pour la stabilité. Il est pour la stabilité que vivement les pays de l'AES retournent dans la CEDEAO. Et Bokari, qui lui, il pense que chaque pays a le droit de faire comme il veut. Voilà, de par sa souveraineté. Et c'est ce que pensent les pays de l'AES. Alors rendez-vous en janvier 2025. C'est dans quelques jours. On verra ce que ça donnera en ce qui concerne la CEDEAO. Est-ce qu'elle va acter le retrait des pays de l'AES qui, eux, ne sont plus avec la CEDEAO, ne mangent plus CEDEAO, ne collaborent plus CEDEAO, ne respirent plus. Voilà, CEDEAO. Alors, merci à vous, Bokari. Merci aussi à Inassé Adama. Qu'est-ce qui m'arrive? Allez, on se donne rendez-vous demain, à vous, chers téléspectateurs. Au revoir.